Bonjour les amis, je vais vous régler l'autofocus autofocant, ce qui doit être à peu près fait, et je fais faire mon apparition pour ce niveau JT du grenier, réalisé sans trucage, sans montage, rien que pour vous. Salut mesdames, salut messieurs, salut mesdemoiselles, salut tout le monde. Cette semaine, on va parler d'un truc qui me semble assez important, même très important, même fondamental. En fait, c'est essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, de le rendre intelligible. Alors là, pareil, c'est pas une vérité, encore une fois, absolue, c'est une hypothèse qui permet de rendre cohérent ou de mettre en cohérence un certain nombre d'éléments, et c'est modestement mon travail d'analyse pour aider notamment mes petits abonnés chéris à bien comprendre ce qu'il se passe. Alors, pénurie, le grand secret que les médias vous cachent, et aurez-vous le courage de le comprendre? Alors, derrière cette petite provocation du courage de comprendre ce qui se passe, c'est qu'évidemment, c'est assez dérangeant, c'est assez chamboulant, et ça remet en cause un certain nombre d'idées reçues, de préconçus, voilà, en tout cas on se fait une représentation du monde, et quand on vient faire modifier cette représentation du monde, eh bien en général, ça se passe pas très très bien, psychiquement ça surprend. Voilà. Alors, les pénuries. Les pénuries, moi j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup ce que disent les gens. Et j'entends ce qu'ils disent. Et dans ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a? C'est oui, il y a des pénuries. J'entends aussi très souvent le c'est normal. Et puis j'entends aussi le c'est pas grave. Non, c'est pas grave, ouais, il y a des c'est pas grave. Et puis j'entends aussi énormément de c'est logique, c'est pas grave, c'est normal, parce que tout ça, c'est un peu la faute au Covid. Et dans tout ça, en fait, il y a quelque chose qu'on n'entend jamais, c'est la question pourquoi? Pourquoi il y a des pénuries? Alors, c'est la faute au Covid, point. Fin de la réflexion, fin du processus où on se mettrait éventuellement à réfléchir. On ne pose surtout pas la question, s'il y a des pénuries, c'est la faute au Covid, terminé. Fin de l'histoire. Et pourtant, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça, parce que les pénuries, elles sont généralisées, massives, totalement et fondamentalement inexpliquées et donc complètement incompréhensibles. Et donc c'est très important de se poser la question pourquoi? Pourquoi? Parce que je peux comprendre qu'à la limite, il y ait des pénuries, je ne sais pas si vous verrez, mais par exemple de pneus. Pourquoi il y a des pénuries de pneus? Alors là, c'est un article de Flotte Automobile. Pénurie et pièces détachées, la pénurie s'installe chez les fabricants, les enseignes de réparation, etc. Repère des motards vers une pénurie de pneus. Pourquoi il y a une pénurie de pneus? Quel est le rapport entre les pneus et le Covid? Les pénuries toujours sont généralisées. Regardez, pénurie de composants électroniques passifs, un article de l'usine nouvelle ici. Rattrapé par la pénurie de composants électroniques, actu.fr, Numérama, les satellites risquent d'être cloués au sol si la pénurie de composants électroniques continue. Les satellites vont être cloués au sol parce qu'on ne fait plus de composants électroniques. Mais c'est pas seulement les microprocesseurs made in Taiwan qui manquent. Vous savez, ces microprocesseurs dont on vous parle, etc. Non, en fait, si vous allez dans cet article de l'usine nouvelle, on va vous expliquer ceci. On parle beaucoup de la pénurie de puces qui s'est généralisée de l'automobile à tous les secteurs d'application, souligne à l'usine nouvelle Éric Burnotte, président du SNESE, le syndicat des entreprises de sous-traitance électronique. Mais la pénurie ne se limite pas à ces composants actifs, elle touche aussi les composants passifs, résistance, condensateur, inductance, bobinage, presque tous les composants passifs manquent. Mais il n'y a pas besoin d'eau pour les produire cela. Ils sortent pas des usines de Taïwan, cela. Comment ça se fait qu'il y ait une pénurie à ce point-là de composants électroniques actifs comme passifs, des puces, comme des éléments les plus simples que peuvent être des condensateurs? C'est extrêmement simple un condensateur en termes d'électronique, ça fait 60 ans ou 70 ans qu'on en a, quoi. D'accord? Donc, comment ça se fait que tout ça, ça manque? On les trouvait dans les premières télés, on les trouvait quand moi j'étais gamin, on pouvait faire de l'électronique, on soudait les trucs, etc. Donc comment ça se fait que ces composants qui sont pourtant très simples se mettent et viennent à manquer? C'est quand même assez étrange et il n'y a toujours pas de pourquoi. Et le Covid, c'est un petit peu court pour expliquer
à quel point tout cela peut être généralisé. Alors, regardez, les pénuries sont généralisées. Secteur électronique, secteur automobile, et regardez là, on est dans le secteur agricole. Alors dans le secteur agricole, pénurie d'engrais préoccupante. Là, on est au Canada, hein, mais c'est la même chose en Europe. Nos amis agriculteurs ont de plus en plus de mal à se faire livrer de l'engrais, et quand ils se font livrer de l'engrais, le prix est de plus en plus cher. Donc on est dans une véritable pénurie d'intrants, donc engrais. Les pesticides ont été livrés cette année, mais les engrais, c'est un peu plus compliqué. Agroéquipement, prix en hausse et livraison retardée. Doublement du prix de l'acier en un an, dans le journal Paysan Breton. Marché des agroéquipements, pénurie d'acier, hausse du prix. Vous allez faire quoi le jour où vous n'avez plus de moissonneuse, le jour où vous n'avez plus de pneus pour faire la récolte avec vos tracteurs? Vous allez faire comment? Et vous allez faire comment pour ramasser quelque chose qui n'aura peut-être jamais poussé, parce qu'en fait, vous avez une pénurie d'engrais qui est préoccupante. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Covid? Quel est le rapport? Quel est le lien? Quel est le lien entre la pénurie d'engrais en Europe comme en Amérique du Nord et le Covid? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on me réponde, parce que je n'ai évidemment pas la réponse. Les pénuries sont généralisées. Alors là, on est dans le secteur du BTP. Article du Figaro, pénurie et flambée des matériaux, un chantier sur 5 risque d'être annulé. Pénurie et flambée des matériaux, un chantier coûte 10% plus cher. Pénurie de matériaux pour le site lapetitebleu.fr, pour les entreprises du bâtiment. Je vous lis, ce qu'il y a là, ça vient de cet article du Figaro. Bois, plastique, ferraille, carrelage ou encore fenêtres en plastique. Presque toutes les matières premières manquent. À quelques exceptions près. En cause, une forte demande de la Chine et des États-Unis qui raflent tous ces produits sur les marchés internationaux, des pénuries qui risquent fort de blablabla. Selon Olivier Sailleron, président de la Fédération française du bâtiment. C'est pas rien, c'est le président de la Fédération française du bâtiment qui vous explique, là on a enfin une explication, on a enfin un pourquoi. C'est en cause une forte demande de la Chine et des États-Unis qui raflent tout sur le marché. Alors, je suis un garçon bête, moi. Et donc, je vais regarder ce qui se passe aux États-Unis pour voir s'ils ont les mêmes pénuries ou s'ils ont tout raflé, donc il manque de rien. Ok, regardons ce qu'il se passe aux États-Unis. Mot-clé en anglais, c'est Shortage Construction Materials. Voilà, hein, donc vous pouvez faire la recherche vous aussi. Donc shortage, c'est pénurie en anglais. Et matériel de construction, construction materials. Vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Shortage suivi du mot que vous recherchez. Donc le cuivre, c'est copper. Donc vous tapez copper shortage, par exemple, sur Google, moteur de recherche. Actualité, et vous regardez ce qui sort, vous voyez, des recherches d'une complexité absolument extrême qui sont à la portée de personne. Pour ça, il faut être un scientifique d'hyper haut niveau, que dis-je, un astrophysicien au moins, pour pouvoir taper ces 3 mots sur Google. Et donc là, vous vous rendez compte que tout de suite, 4 jours, 4 semaines, 1 semaine, 4 semaines, voilà, bon, il y a plein d'articles. Construction delays and material shortage due to Covid-19, donc la même excuse, hein, c'est la faute au Covid, toujours partout, même aux États-Unis. Donc pénurie de matériel de construction, la pénurie de matériel va continuer pour des mois sur Construction News. Donc là, c'est sans précédent et ça va continuer pour très longtemps. Voilà, et donc vous pouvez aller voir, vous pouvez regarder, puis faire Google Translate, et puis comme ça vous traduira, vous comprendrez à peu près ce qu'il vous raconte, même si vous ne parlez pas anglais, et vous vous rendez compte qu'ils ont exactement les mêmes pénuries, donc a priori il n'y a pas grand chose à rafler sur le marché, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les Américains. Alors ces pénuries, ou même pour les Allemands, tiens, regardez, en Allemagne, c'est un article du magazine Capital, Industrie, la facture, entre parenthèses, très salée pour l'économie allemande, des goulots d'étranglement. Alors on parle de 25 milliards d'euros pour l'économie allemande. On parle beaucoup de la pénurie de puces qui s'est généralisée de l'automobile à tous les secteurs d'application, souligne Luvin. Ah bah non, ça c'est pas le bon texte, c'est un mauvais copier-coller, c'est celui d'avant, c'est pas grave. 25 milliards d'euros, c'est ce que ça coûte à l'industrie allemande qui est de plus en plus pénalisée, avec de plus en plus d'arrêts de production. Et là, ces 25 milliards d'euros, c'est en première intention. C'est-à-dire, c'est le premier chiffrage des pénuries auxquelles nous sommes confrontés. Pareil, c'est la faute au Covid, mais en fait, il manque de tout pour réussir à construire de tout. Et là aussi, c'est assez étrange. Donc, résumons un petit peu la situation. Les pénuries, elles sont donc
C'est ce que je voulais essayer de vous démontrer par ce panorama rapide. Généralisé à tous les secteurs. Elles sont massives, elles sont globalement inexpliquées, elles sont complètement incompréhensibles et c'est la faute au Covid, c'est un peu léger. Enfin, elles pèsent désormais sur l'économie mondiale avec un coût très important et donc sur la reprise économique. Vous ne pouvez pas avoir de reprise économique si les usines ne peuvent pas tourner. Et je vous ai passé, il y a plein de choses. Par exemple, vous avez des délais d'attente pas possibles aujourd'hui pour commander un utilitaire, une camionnette, etc. Je vous en avais déjà parlé. Il y en avait un parmi vous qui avait dit oui, il n'y a qu'à Faucon acheter une camionnette d'occasion. Génial, mais une fois que les camionnettes d'occasion elles auront toutes eu 100 000 km de plus de parcouru, il faudra bien à un moment donné de toute façon des pièces pour les réparer, pour les tenir, etc. Comment va-t-on faire si la pénurie continue, Donc le fait d'acheter du matériel d'occasion, c'est bien à très court terme, effectivement, ça peut répondre à un besoin là maintenant tout de suite, donc on va continuer à pouvoir opérer pendant 1 an ou 2, mais on ne pourra pas opérer guère plus longtemps qu'1 an ou 2, et puis pareil, je vous remets tout ça en perspective, le domaine agricole, les engrais, si on a une baisse d'engrais, on va avoir une baisse de rendement phénoménale dans nos récoltes, si on a une baisse de rendement phénoménale dans nos récoltes et qu'en plus on a des pièces détachées qui manquent ou des moissonneuses ou des tracteurs qui sont plus livrés, on aura également plus de difficultés à faire les récoltes et à ramasser ce qui aura peut-être pas poussé, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu toutes les conséquences en chaîne potentiel sur l'économie réelle. Et encore une fois, on peut imprimer beaucoup de choses, on peut imprimer plein de billets, on peut imprimer plein d'argent, mais on ne peut pas imprimer du blé physique. Alors, on peut imprimer du blé qui soit de l'argent, mais on ne peut pas imprimer du blé qui fasse de la farine. Ça, on ne sait pas faire. Une banque centrale, elle ne sait pas faire. Une banque centrale, elle peut imprimer plein de blé et plein d'argent, mais elle ne pourra jamais vous imprimer des barils de pétrole ou des mètres cubes de gaz. Donc, chacun raisonne en silo et ne voit que son secteur en pensant que les pénuries sont limitées, rares et que c'est la faute au Covid. Et en fait, ce que je vous ai dit au début, oui, c'est normal, c'est pas grave, c'est le Covid. En fait, oui, pourquoi ? Parce que les gens, ils raisonnent en silo. Et donc, ils sont dans leur secteur, dans leur quotidien. Et puis ils comprennent pas. Moi, je vois très bien des vendeuses dans des magasins qui comprennent pas pourquoi il y a plus rien à vendre, pourquoi elles sont pas livrées, pourquoi ça n'arrive plus, pourquoi elles comprennent pas en fait. Elles voient bien qu'il y a des trucs qui vont pas, mais elles comprennent pas pourquoi à la centrale on leur envoie pas les 50 cartons qu'elles ont l'habitude de recevoir. Et donc vous avez aucune pénurie de chaussures en 47, aucune pénurie de chaussures en 32. Mais si vous cherchez du 39 au 42, vous n'avez pas grand chose. Et c'est pareil pour les vêtements. Faites les expériences dans les magasins. Vous verrez que il n'y a pas beaucoup de choix dans les gammes de taille les plus couramment utilisées. Vous savez, c'est une courbe de Gauss. Donc tout globalement, le cœur de la demande, il est entre 39 et 42, ou entre 36 et 40 pour les dames. Enfin voilà. Donc pour les hommes, c'est plutôt du XL, blablabla. Et donc là, vous verrez, il y a plein de choses en XS pour les garçons. Moi, par exemple, j'ai du mal à rentrer dans du XS. Comme dit ma femme très gentiment, c'est pas que tu as du mal, mon chéri, c'est que tu n'y rentres quasiment pas du tout. Et elle n'a pas tort. Donc, voilà, moi, c'est plutôt XL que XS. J'ai pas dit XXL. Faisons donc un peu de vocabulaire et de sémantique. Ça, c'était une autre idée que je voulais partager avec vous. On entend des mots comme, par exemple, la lutte contre le CO2. Luttons contre le CO2. Alors, beaucoup de gens ils comprennent pas pourquoi le CO2 c'est pas toxique, c'est pas nocif. Ok, a priori ça fait du réchauffement climatique, mais enfin bon, c'est le réchauffement climatique entraîné par le CO2 est quand même nettement moins important que le réchauffement climatique entraîné par du méthane, même si le CO2 fait fondre la glace et donc libère plus de méthane, etc., etc. Mais bon, en réalité, ce qu'il faut comprendre quand on vous parle du CO2, c'est que le CO2, il est issu de la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon. Et donc, quand on vous dit il faut lutter contre le CO2, il faut décarboner l'économie, ce que vous devez comprendre, c'est pas le CO2, c'est pas bon, le CO2, c'est pas bien, le CO2, c'est du poison, c'est pas vrai du tout. Le CO2, c'est ni pas bien ni du poison, c'est de l'énergie fossile, donc c'est du gaz, du pétrole et du charbon. Donc quand on vous dit qu'il faut décarboner, vous devez comprendre qu'il faut arrêter d'utiliser gaz, charbon, pétrole. Pourquoi ? Certes, ça pollue, mais surtout, il n'y en a plus. Voilà. Et donc, en fait, on est en train d'économiser les dernières réserves que nous avons d'énergie fossile pour pouvoir assurer une transition dans la durée.
Mais on va y revenir. Quand on parle de transition écologique, en fait, il faut que vous compreniez transition écologique vers quoi? Eh bien, vers un ralentissement des activités humaines, vers un nouveau un peu système économique. Là où on travaille, ou là où on consomme toujours plus des bidules avec de l'argent, qu'on achète avec de l'argent qu'on n'a pas produit de l'autre côté de la planète et qu'on a transporté sur des milliers de kilomètres, voire des dizaines de milliers de kilomètres, bon, c'est complètement absurde et il faut en faire toujours plus tous les ans, machin, etc. Donc quand on vous parle en fait de transition écologique, on vous parle du ralentissement des activités humaines et je ne parle pas de ces milliers, de ces dizaines de milliers de touristes qui chaque été vont se faire bronzer le postérieur sur les plages ensoleillées de Bali de sable fin, en ayant parcouru la planète en avion à l'aller, en avion au retour, avec un bilan évidemment carbone, c'est-à-dire CO2, c'est-à-dire d'utilisation du peu d'énergie fossile qui nous reste encore, absolument désastreux. Quand on vous parle d'économie circulaire, on vous parle du recyclage pour gérer la pénurie de ressources. Donc l'économie circulaire qui tourne, c'est tout simplement le plastique que j'ai utilisé là, il n'y en a plus de plastique, donc je le récupère, je le refonds, je le réutilise. Et donc, c'est un très joli mot, l'économie circulaire, mais vous pouvez tout à fait dire gestion de la pénurie à la place, ça revient à peu près au même, et là, vous commencez sans doute à voir un petit peu la situation de façon différente. Et enfin, Grand Reset, dont j'ai fait quelques vidéos, vous pouvez aller revoir là dans l'historique, et ben le Grand Reset, dont parle le Forum économique de Davos, avec tout ce qui peut faire le plus peur, tout ce qu'on peut fantasmer derrière ce terme, très nébuleux, très confus pour le moment, c'est en réalité l'adaptation du système économique et financier à la raréfaction des ressources naturelles. Donc ce que j'essaie de vous expliquer là, derrière cette petite analyse de vocabulaire et de sémantique, c'est que le monde, et c'est un peu le grand secret, qu'on ne veut pas vous révéler de manière trop brutale, c'est que derrière tout ce qui se passe là, derrière tous ces mots qu'on utilise, il se cache une réalité qui est assez difficile par ses conséquences à entendre, c'est que vous avez une raréfaction des ressources. Et cette raréfaction des ressources, elle n'est pas pour les générations futures, pour dans 20 ans, ou pour dans 30 ans, ou pour dans 50 ans. Cette raréfaction des ressources, elle est déjà là, elle est déjà maintenant. Et les pénuries que vous voyez, eh bien, c'est les prémices, c'est les débuts de la matérialisation de cette raréfaction. Voilà, cette raréfaction, à un moment donné, on est 8 milliards sur la planète, on consomme comme des petits gorées, comme des petits cochons, toujours plus de bidules plus ou moins utiles, certes très agréables, mais plus ou moins utiles. Et donc, à un moment donné, il faut organiser le ralentissement de tout ça, il faut organiser la transition vers quelque chose d'autre, il faut adapter le système économique. Et quand on vous dit que post-Covid, le monde ne reviendra jamais à ce qu'il était avant, c'est aussi ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que le Covid, c'est l'occasion à minima, qui fait le larron. Et donc le larron, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, on va profiter un peu de tout ça pour organiser justement la transition, l'accélérer et donc ralentir nos activités actuelles. Et donc, dire qu'on revient aux années 70 ou aux années 80 dans le fonctionnement des sociétés, c'est pas absurde, c'est pas aberrant, mais tout ça, ça nécessite d'être évidemment très organisé, très structuré. Vous remarquerez qu'il y a un accord mondial là-dessus, on va y revenir. Donc, le grand secret, évidemment, c'est qu'il n'y a plus du tout assez de tout en quantité suffisante pour maintenir le système économique actuel à flot. Et si demain je ne peux pas vendre plus de bidules que ce que je vendais l'année dernière alors que j'ai fait plus de dettes, vous comprenez bien que j'aurai pas plus de croissance demain. Et donc si j'ai pas plus de croissance économique demain, je ne pourrai pas payer le surcroît de dettes que j'ai fait hier, avant-hier et avant-avant-hier. En clair, le système dans lequel nous évoluons et dans lequel vous évoluez depuis votre naissance, moi depuis la mienne, c'est quoi? C'est une croissance infinie dans un monde fini avec du toujours plus tous les ans. Et on est censé avoir un peu plus de croissance qu'on a fait de dette l'année d'avant. Donc en année
N+1, donc l'année prochaine, j'aurai un peu plus de croissance que les dettes que j'ai pu réaliser et contracter l'année dernière, et donc je vais maintenir ma solvabilité comme ça. Et vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous n'êtes plus capable de faire plus de croissance, parce que vous butez sur votre monde fini, et sur la raréfaction des ressources, et bien votre système financier, qui est basé sur du toujours plus et plus de croissance, et sur de l'endettement, eh bien il va connaître des ratés. Et c'est ce qu'on voit depuis à peu près une dizaine d'années, depuis la crise des subprimes. Votre système financier, notre système financier a des ratés. Et je rappelle que la crise des subprimes, elle a démarré en 2007 et qu'en 2007, avant la crise des subprimes, le baril de pétrole atteint les 150 $ le baril. Les gens l'ont oublié, mais en fait l'énergie est extrêmement chère juste avant que tout le système n'explose à ce moment-là. Et depuis, nous avons une croissance extrêmement faible, extrêmement anémique, donc on a eu très peu de croissance depuis la crise des subprimes, plus de 10 ans aujourd'hui. Évidemment, avec la pandémie, vous voyez, c'est de pire en pire. Donc la transition écologique, c'est tout simplement l'organisation du ralentissement des activités humaines pour faire quoi? Pour être capable de se mettre en ligne avec la disponibilité des ressources. C'est à la limite une saine gestion. Allez, une petite dernière pour la route, histoire de terminer, de vous plomber complètement le moral. C'est très étrange, les changements là qu'on peut noter quand on parle de démographie dans l'actualité. Donc vous avez un dossier de l'Express, une planète menacée par le déclin démographique. C'est la première fois qu'on commence à parler de déclin démographique. Alors il y en a pour qui c'est un problème, son déclin n'en est pas moins inéluctable, dit l'Express. Pour les Échos, pourquoi le déclin démographique est une bonne nouvelle? Donc là, c'est une bonne nouvelle. Et bien sûr, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que dans un monde de raréfaction des ressources, eh bien, si la population décroît, il y aura moins de têtes de pipe. Et s'il y a moins de têtes de pipe, eh bien, c'est évidemment plus facile de gérer la distribution du peu qui reste entre moins de têtes de pipe que plutôt de partager entre plus de têtes de pipe le même gâteau de plus en plus petit, c'est une évidence. L'Express, une planète dépeuplée, écologie, migration, etc. Bulgarie, sur La Croix, le triste record du déclin démographique. L'Écho, le déclin démographique est une providence. Et l'Express, il n'y aura plus personne sur Terre. Pourquoi la baisse de la démographie, blablabla, blablabla. Donc évidemment, la démographie, c'est un facteur important, et quand il y a une limite à la croissance, quand il y a une limite aux ressources, eh bien on atteint souvent aussi une limite à la démographie, et tout ça, ça va ensemble. Donc évidemment, on peut imaginer que les populations vont se réajuster par rapport aux ressources disponibles. Et l'enjeu ici, eh bien, il est de permettre une transition également démographique, c'est-à-dire qu'il va falloir que les gens, eh bien, on réduise considérablement notre empreinte environnementale au sens large, mais l'empreinte environnementale, c'est notre empreinte de consommation, c'est notre empreinte d'usage où on utilise chaque année un certain nombre de quantités de matière, et il va falloir que tout ça, ça se réduise. Alors, il y a des marges de manœuvre absolument considérables, puisqu'il y a énormément de gâchis, et que ceux qui, comme moi, ont vécu les années 70, savent qu'on peut avoir des Noëls avec beaucoup moins de cadeaux que ce qu'on a aujourd'hui, savent qu'on peut consommer beaucoup moins que ce qu'on consommait aujourd'hui, et qu'on n'en est pas pour autant extrêmement malheureux. Donc, c'est pas de la décroissance, c'est de la sobriété volontaire, dirons-nous, mais c'est largement possible. Surtout si on veut éviter, évidemment, un problème démographique majeur. Donc, ce que je vous dis là, évidemment, je vous en parle bien plus longuement dans le dossier du mois de juin, mais qui est paru là tout fin juin, début juillet, et qui est disponible dans vos espaces lecteurs. J'en fais également une mise à jour, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont arrivés, notamment se préparer à l'impact des nouveaux chocs, parce qu'on peut anticiper effectivement d'autres choses, et je parle notamment ici de l'hypothèse numéro 6 pour les abonnés et les lecteurs à la lettre stratégie. Donc la mise à jour, elle concerne l'hypothèse numéro 6 qui évidemment travaille massivement la notion de raréfaction des ressources et qui brosse un tableau et un cadre conceptuel et intellectuel autour de l'hypothèse de la raréfaction des ressources
pour mettre en cohérence à peu près tout ce que nous vivons et tout ce que nous voyons. Et donc effectivement, avec cette hypothèse-là, ça colle extrêmement bien. Vous avez tous les renseignements là-dedans pour ceux que ça intéresse. Et donc notamment les nouveaux chocs qu'on peut tout à fait anticiper dans la suite de la séquence et de la dynamique de la crise qu'on vit actuellement. C'est en fait, il y a des choses qu'on peut, à mon sens, évoquer en termes de nouveaux chocs qui devraient logiquement se produire et arriver et auxquels on devrait être confronté là maintenant et dans les prochains mois, c'est-à-dire en gros sur une dynamique de 6, 12, 18 et 24 mois. Et c'est c'est l'objet de la mise à jour pour ceux qui sont abonnés, vous l'aurez courant de cette semaine. Voilà les amis, donc évidemment la grande idée, le grand secret, c'est vraiment cette notion de raréfaction. On ne vous dit pas il n'y en a plus pour tout le monde et en gros on est vraiment dans une situation épouvantable et désastreuse, il va falloir gérer la pénurie, mais en réalité tout concorde vers vraiment cette idée-là. On doit gérer la pénurie et la pénurie, elle provient d'une raréfaction généralisée d'un certain nombre de ressources et ça va de l'énergétique jusqu'à la disponibilité de certaines ressources minières et de certaines matières premières et produits de base. Et donc, faut organiser tout ça et c'est pas facile évidemment pour les États et c'est ce qui explique vraisemblablement le fait que de la Chine de Xi Jinping à la Russie de Poutine en passant par les États-Unis de Biden et l'Europe de Macron et de Merkel, et ben globalement tout ce petit monde qui est aussi différent soit à peu près d'accord sur tout et sur l'essentiel puisque il y a quelque chose qui transcende évidemment les intérêts particuliers, spécifiques et nationaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lui mettre un gros doigt de schtroumpf bleu qu'on appelle un pouce. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho et puis pour la lettre stratégie insolentiae.com/boutique tout en sachant que vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à ma lettre d'information quotidienne pour suivre l'économie. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce sujet que je pense être extrêmement important. Creusez-le, échangez, développez-le, voilà, parlez-en, discutez-en, les commentaires ils sont là pour ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'articule autour de ce grand sujet et c'est un peu la grande photo, le grand panorama qui permet de mettre tout ça en cohérence et de mieux comprendre justement toutes les incohérences auxquelles vous êtes soumis et depuis maintenant presque 2 ans et qui semblent tellement parfois délirantes, ces incohérences, qu'elles sont assez déstabilisantes pour chacun. Prenez bien soin de vous les amis, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, mais une réflexion que je vous invite à avoir chacun de manière personnelle, parce qu'après vous aurez évidemment, si vous arrivez à des conclusions semblables, plein de choses à faire et de solutions concrètes à décliner pour votre adaptation personnelle, votre résilience et votre préparation. Et puis vous avez ma lettre stratégie pour vous aider et vous accompagner là-dedans. Merci les amis, à très bientôt, prenez bien soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!